Alors je vous rassure, je ne vais pas faire un discours de clôture. Je vais essayer de faire en quelques mots la synthèse d'une université. Et en plus, n'ayant pas assisté à toutes les séances, c'est évidemment un exercice un peu difficile. Alors, d'abord, clairement, il y a un consensus pour dire que la révolution numérique, elle passe évidemment par la technologie, mais elle passe par la formation, par les compétences. C'était un peu le thème, la raison pour laquelle on a choisi ce thème-là, en y associant quand même d'autres évolutions, parce que la transition, elle n'est pas simplement une transition technologique. Il y a la transition énergétique qui s'impose. Et puis la révolution des usages, je crois que Christian Niborel avait beaucoup insisté dans son introduction là-dessus. On passe d'une économie de la possession à une économie des usages. Ça change complètement la manière d'organiser les compétences. Alors, le deuxième point de débat était autour de Schumpeter. Donc, Schumpeter, vous savez, l'économiste autrichien, tout le monde le cite, mais personne ne l'a lu. Mais il faut dire que c'est assez épais. Et donc la question, c'est est-ce que cette révolution numérique, elle va créer des emplois, détruire des emplois? Combien elles vont détruire? Quel pourcentage de métiers qui vont être renouvelés? Quel est le pourcentage de métiers qui vont disparaître? Bon, semble-t-il, tous les experts ne sont pas d'accord. Le seul accord, il est sur l'incertitude qui règne. Et donc finalement, le seul accord, c'est il faut se préparer à l'incertitude. Moi, j'ai retenu une pique un peu, une anecdote ou une citation de Jean-Marc Daniel, l'économiste qui est professeur à l'ESCP, et qui dit au fond, ce que dit d'ailleurs Schumpeter, le monde se divise entre les planeurs et les entrepreneurs. Donc les planeurs, c'est les gouvernementaux, c'est ceux qui essaient de planifier l'économie, et les entrepreneurs, c'est ceux qui essayent de la disrupter. Et on est dans un moment de l'économie, il y a toujours eu d'ailleurs cette tension entre planeurs et disrupteurs, ou planeurs et entrepreneurs, dans un moment, dit-il, où les planeurs ont de plus en plus de mal à planifier parce que tout est incertain, et c'est le temps des entrepreneurs qui disruptent. Mais évidemment, c'est un moment plus difficile, et au fond, le rôle des planeurs ou des planificateurs, c'est finalement de réguler, de faire en sorte qu'il y ait de la concurrence, mais pas de planifier parce que c'est devenu très difficile. Après, il y a eu beaucoup si j'ai bien compris, là, j'ai pas assisté à tout, de remarques sur, attention, le numérique, c'est pas que de la technologie. On peut pas vivre dans un monde de chatbot. Il faut remettre de l'humain, voire de l'éthique, dans un certain nombre de process technologiques, parce qu'il y a une forte demande et une forte attente. Je me permets une anecdote personnelle à ce sujet. J'ai un fils qui poursuit un doctorat aux États-Unis dans la Silicon Valley sur la médecine prédictive. La médecine prédictive, c'est l'utilisation d'algorithmes pour prédire l'évolution des maladies. Ça pose d'énormes problèmes humains et éthiques, puisque si dans un futur proche ou lointain, on est capable de vous dire à 50 ans, vous allez mourir vous avez une probabilité de 93% de mourir de tel type de cancer entre tel âge et tel âge, ça peut poser un certain nombre de questions. Et même, je vais plus loin, le serment d'Hippocrate, c'est de tout faire pour guérir, mais si on sait que de toute façon on n'y arrive pas, ça ouvre des débats éthiques compliqués. Donc, remettre de l'humain au cœur de cette révolution numérique, notamment par la formation, et effectivement donner du sens, donner des valeurs, notamment aux jeunes générations qui rentrent dans les entreprises. Un mot aussi sur quelque chose qu'on a beaucoup poussé au MEDEF depuis longtemps, puisqu'on a une commission ou un groupe de travail, je ne sais plus, qui s'occupe de ça, ce qu'on appelle l'open innovation, c'est-à-dire l'inverse de la R&D traditionnelle historique, où les grandes entreprises avaient des très grands laboratoires de R&D et concevaient tout en interne. Donc très clairement, tout le monde a migré vers l'open innovation. Il y a un exemple que j'ai en tête, toujours dans la pharma d'ailleurs, tous les laboratoires pharma, les grands laboratoires pharma maintenant, ont plutôt tendance à externaliser leurs recherches, racheter des biotech et faire en sorte que ce soit à l'extérieur que l'open innovation se fasse. Ensuite, une citation que j'ai trouvée intéressante de Gilles Babinet, qui est le Digital European Champion, en français le champion européen du digital. Gilles disait, en fait, tout va très très vite dans le numérique. On a l'impression que l'obsolescence très rapide. Moi, j'étais entrepreneur dans la deuxième vague numérique. La première vague, c'était celle des PC. La deuxième vague, celle du téléphone portable. La troisième, celle des GAFA. Et la quatrième, on ne la connaît pas encore. Et donc, on voit bien qu'on est très vite obsolète. Et il disait, attention, parce que finalement, ce qui compte quand même, c'est qu'on est dans des révolutions de temps long. Les militaires disaient, on peut gagner une bataille et perdre la guerre.
Il y a un peu cette idée-là, attention de ne pas être obsédé par la dernière vague technologique et de garder les choses avec de la perspective. Donc effectivement, hein, chaque université numérique ou chaque année, d'ailleurs c'était la présentation d'Accenture, il y a un terme ou une image ou comment dire, une technologie à la mode, donc le blockchain ou l'intelligence artificielle en ce moment. Comment concevoir ces révolutions, comment les intégrer dans une perspective de temps long et de changement de temps long. Sur les formations, alors il y a une citation, je ne sais pas qui l'a dite, hein, elle m'a été remise par Bruno, il faut accepter sa propre obsolescence. C'est pas facile, hein, évidemment, d'accepter sa propre obsolescence. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la formation tout au long de la vie, qui était un concept un peu théorique finalement, elle est réelle. Et de ce point de vue-là, Florence Pauvet n'est pas là, mais l'accord, enfin la loi qui résulte de l'accord formation, même si elle l'a un peu amplifié, sur le compte personnel de formation, c'est une responsabilité des individus. C'est que chacun maintenant doit s'assurer ou essayer de s'assurer, avec l'aide de l'entreprise, avec l'aide de la collectivité, qui n'est pas justement en train de devenir obsolète et que ses compétences ne sont pas en train de s'éroder. Enfin, le dernier point, c'était un peu, je suis arrivé malheureusement à la fin de votre table ronde, c'est comment rendre le numérique inclusif et non pas exclusif. Vous avez cité effectivement les 13 millions de personnes qui ne sont pas inclus numériquement. Alors je ne sais pas si ce chiffre est totalement scientifique, mais on voit bien qu'il y a des gens effectivement qui s'écartent. On le voit d'ailleurs sous un autre angle, hein, dans la fracture territoriale qui se produit et qui s'accélère en France. Les chiffres du chômage, vous l'avez vu, sont plutôt bons. On crée des emplois, mais quand on regarde très précisément, on crée des emplois où dans les métropoles. Et pourquoi? Parce que l'économie de la connaissance, l'économie numérique, c'est une économie où les talents s'agrègent. C'est le phénomène Silicon Valley. Vous regardez les États-Unis, hein, c'est exactement le phénomène. Il se crée des emplois et les choses vont bien sur les deux côtes, donc côte Est, côte Ouest. Et tout le milieu des États-Unis, c'est l'électorat de Trump, hein, le milieu des États-Unis ne va pas bien. Les taux de chômage ne sont pas bons, les gens, les taux de maladie, de mortalité, l'espérance de vie diminue. Donc il y a un vrai sujet de, effectivement, comment faire pour que cette révolution technologique ne soit pas, finalement, ne laisse pas sur le côté, sur le bord de la route, un certain nombre de gens. Et je terminerai, parce que quelquefois tout ça est un peu effrayant ou inquiétant, par une note positive. Nous, au MEDEF, on est vraiment convaincus que les opportunités sont supérieures aux menaces. Bien sûr, il faut changer, bien sûr, il faut se remettre en question, mais très clairement, c'est une opportunité pour les entreprises, pour notre pays, je dirais même pour notre continent, l'Europe, de retrouver de la croissance, de retrouver de la création de richesse. Je vous remercie de votre attention.